Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'animer cette séance. Et pour cette session, vont faire les présentations de leurs travaux M. Dieudonné Tuguma de Burkina Faso et M. Tarcísio Santos Pinto du Brésil. Je vous rappelle tous les deux que vous disposez de 25-30 minutes de présentation et que c'est bon que nous essayons de ne pas déborder ce temps-là pour avoir le temps pour discussion. Donc, je passe directement à la présentation de M. Dieudonné Tuguma. Dieudonné Tuguma a terminé sa thèse de doctorat en philosophie à l'Université Joseph Verbo, Burkina Faso, sur la question du changement social et éducatif dans une perspective transhumaniste, à partir des livres philosophiques du penseur camerounais Ebenezer Nwele. Son domaine d'intérêt est la philosophie des sciences et de l'éducation, sur laquelle il a écrit quelques articles et fait des présentations. Son intérêt pour la pensée philosophique d'Henri Bergson découle de son travail académique sur la pensée philosophique d'Ebenezer Nwele, d'autant plus que de nombreux concepts philosophiques développés dans la pensée de Njumwelen ont des corrélations avec la pensée bergsonienne. Il présente aujourd'hui sa communication intitulée Les mystiques bergsoniens versus les cyborgs transhumanistes. Monsieur Tuguma, la parole est à vous. On vous écoute. Merci à Madame la modératrice. Alors, je commence par partager mon écran parce que je vais le faire justement par PowerPoint. Donc, alors, bon, je dirais que c'est un grand honneur pour moi de participer à ce colloque portant sur l'actualité de la pensée bergsonienne et son rapport avec l'Afrique. Alors, qu'il me soit permis de remercier tous les organisateurs de ce colloque, mais aussi, et je précise que notre communication s'inscrit un peu dans le même sillage que celle déjà effectuée par le professeur Ingo Mwele, et c'est l'occasion pour moi de lui témoigner mon respect. Et nos travaux philosophiques s'effectuent justement autour de sa riche pensée. Et donc, le thème de notre communication porte justement sur le mystique bergsonien qui s'oppose à peu près au cyborg transhumaniste. Comme plan, nous aurons trois grands points. Le premier point analyse la question du dépassement de la condition humaine chez Bergson. Le deuxième point, de ce dépassement de la condition humaine souhaité par les transhumanistes. Et le dernier point essaie, par exemple, de faire une relation et de montrer à peu près les divergences. Alors, en introduction, nous partons d'un constat qu'il y a une révolution, une grande révolution en cours, notamment la révolution biotechnologique. Et cette révolution-là est portée par un mouvement, notamment le mouvement transhumaniste. Cette révolution est rendue possible par la convergence BIM. Entendons par là nanotechnologie, biotechnologie, et informatique et cognitivisme. Voilà. Donc, le mouvement transhumaniste projette le dépassement de la condition humaine. Donc, pour les transhumanistes, l'humanité actuelle doit transcender sa condition vers un post-humanisme. Bien avant le transhumanisme, c'est Henri Bergson qui préconisait également un dépassement de la condition humaine vers une sorte de mysticisme. Nous avons là donc deux exhortations de dépassement de la condition humaine, celle bergsonienne, ensuite celle transhumaniste, d'où justement la problématique ci-dessous. Le dépassement de la condition humaine souhaité par les transhumanistes ne serait-il pas un prolongement de celui préalablement voulu par Bergson, plus précisément? Le cyborg transhumaniste arpente-t-il les mêmes sillages que le mystique bergsonien? Alors, pour méthodologie de travail, nous avons procédé à une recherche documentaire suivie d'une démarche analytique et critique.
L'objectif de cette communication est de montrer qu'il y a une différence de nature entre ces deux perspectives, notamment la perspective bergsonienne et celle transhumaniste. Alors, concernant le premier point, nous disons que Henri Bergson milite pour le dépassement de la condition humaine actuelle, qu'il juge médiocre vers une condition jugée meilleure. Donc, on pourrait parler de perfection. Dans la pensée et le mouvement, le philosophe français affirme, je le cite, la philosophie devrait être un effort pour dépasser la condition humaine. Fin de citation. Pour lui, les sociétés humaines actuelles sont en majorité des sociétés closes, ce qui nécessite qu'elles évoluent pour devenir des sociétés ouvertes. Une société close est celle dans laquelle les différentes personnalités, le moi profond, les moi profonds des individus qui la composent sont étouffés pour laisser apparaître le moi social. Donc, dans la perspective bergsonienne, il y a nécessité de dépasser justement cette condition-là, dans une sorte de transformation de l'humanité close vers une humanité ouverte. Voilà. Donc, ainsi, la condition humaine actuelle ne serait pas très reluisante pour obtenir la perfection. Il lui faut aller à la quête de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Alors, mais quelle compréhension il faut avoir de ce concept de spiritualité cher à Bergson. Donc, le vrai développement exige donc l'accroissement de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Or, la spiritualité, du point de vue bergsonien, se présente comme une reconquête de l'intuition perdue au profit uniquement de l'intelligence. Et c'est cette intuition qui, associée à l'intelligence, permettra à l'homme d'avoir ce qu'on pourrait appeler une compréhension globale des choses. Donc, mais comment comprendre maintenant le concept d'intuition qui est plus ou moins différente de l'intelligence? L'intuition est une faculté présente à l'homme, différente de la faculté intellectuelle et de la sensibilité, mais qui nous offre une connaissance de l'esprit, une connaissance absolue des choses telles qu'elles sont. Pendant que la sensibilité et l'intelligence orientent l'homme vers l'extérieur, vers l'utile, vers l'action, l'intuition amène l'homme à coïncider avec lui-même, à un repli vers son intériorité. C'est donc dans la reconquête de l'intuition, pour l'associer à l'intelligence, qui permettra à l'homme de dépasser sa condition actuelle pour côtoyer la perfection. Voilà. Alors, Guillaume commentant cet aspect de la pensée bergsonienne, dira justement, je le cite, la plénitude de l'homme se revendique d'abord comme plénitude spirituelle et connaissance totale. La première étant la condition de la seconde. Et d'ajouter un peu plus loin qu'une humanité complète et parfaite serait celle où les deux formes de l'activité consciente, que sont l'intelligence et l'intuition, atteindraient leur plein développement. Car, bon, fin de citation, car l'intuition associée à l'intelligence permet à l'homme d'obtenir ce qu'on pourrait appeler la joie, puisqu'il devient ainsi créateur, contrairement à l'intelligence qui lui offrait le plaisir et le confort uniquement. La spiritualité se présente comme ce qui rendrait l'homme joyeux en faisant de ce dernier un créateur permanent. Alors, après Bergson, un mouvement a vu le jour avec une ambition pour une ambition de dépassement de la condition humaine aussi, jugée médiocre, vers la réalisation de l'humanité parfaite. Il s'agit du transhumanisme. Maintenant, peut-on considérer ce mouvement comme continuateur et porteur de l'idéal bergsonien? Je pense qu'avant de répondre à cette question, il nous semble qu'il faut connaître d'abord le mouvement transhumaniste et ses finalités. Alors, nous analysons maintenant le mouvement transhumaniste. Il faut dire que ce mouvement-là porte quatre dimensions. C'est un mouvement qui porte quatre dimensions. Donc, le transhumanisme se présente comme un mouvement à quatre dimensions. Il trouve son fondement d'abord dans une idéologie philosophique réformiste. Donc, à travers mais aussi à travers l'évolution scientifique et technologique. Il comporte également une dimension qu'on pourrait dire politique, puisqu'il espère convaincre la population mondiale de sa pertinence grâce à une argumentation très solide, même s'il est également combattu de part et d'autre. Sa dimension économique est aussi importante quand on sait qu'il faut
un investissement considérable pour rendre sa vision effective, mais aussi les devises faramineuses que sa réalisation pourrait engendrer. Alors, quand on prend le cas de sa dimension philosophique, le mouvement transhumaniste se fonde sur une idéologie réformiste de la philosophie, en remettant en cause les concepts définitionnels de l'homme érigés par celle-ci. Dans cette ambition, le monde des essences platonicien n'est plus valable du fait de son refus de toute fixité et de la nature humaine, de son refus de tout caractère intangible, stable et définitif de l'homme. Les transhumanistes ambitionnent remplacer le corpus kantien, notamment le qu'est-ce que l'homme, par un nouveau corpus, à savoir comment transformer l'homme. Quel visage faut-il donner à l'homme sous le prisme de la technoscience? En ce qui concerne, par exemple, la destinée humaine, ce mouvement considère qu'elle ne devrait pas être dans les girons d'une nature capricieuse qui, au travers de la loterie génétique, pourrait conduire l'espèce humaine sur des chemins peu réduisants. L'homme devrait, à travers les moyens dont il dispose, intervenir dans le choix de son être futur. Le transhumanisme est alors un mouvement scientifico-philosophique qui projette la mise en place d'une pléthore d'inventions scientifico-techniques pouvant favoriser l'émergence d'une future humanité qu'on pourrait dire parfaite. Maintenant, comment cela pourra se faire? Alors, les transhumanistes fondent justement leur perspective sur trois principaux objectifs. Il y a trois principaux objectifs. Le premier consiste à assurer un meilleur être à l'homme et cela ne pourrait être effectif que par l'entremise d'une amélioration, augmentation de l'homme. Le deuxième objectif commun sur lequel la plupart des transhumanistes se retrouvent est la recherche de l'immortalité. C'est justement dans l'optique d'atteindre cette immortalité qu'ils souhaitent l'avènement d'une nouvelle humanité, celle des transhumains et des cyborgs. Il s'agit enfin en réalité de la troisième objectif. Euh, oui, de la troisième finalité, je m'excuse, du transhumanisme. Alors, se fondant justement sur les prévisions du Max More, Ray Raymond Coulibaly, celui qu'on appelle justement le pape des transhumanistes, essaie de schématiser cette cybernétisation de l'homme en donnant les différentes étapes de cette mutation dans son œuvre intitulée Humanité 2.0, la Bible du changement. Cette transformation de l'homme se fera principalement grâce aux nanorobots mis en place par les nanotechnologies. Dans ses estimations, je les cite, d'ici 2030, la rétro-ingénierie du cerveau humain sera complétée et l'intelligence non biologique fusionnera avec notre cerveau biologique. Autrement dit, dans moins d'une dizaine d'années, l'interface cerveau-ordinateur serait une réalité, de telle sorte que l'homme soit en mesure d'utiliser concomitamment les ressources de son cerveau biologique et celles de l'intelligence artificielle. Voilà donc leur ambition. Donc, en résumé, à travers la figure du cyborg, le transhumanisme vise un dépassement de la condition humaine actuelle vers une sorte de post-humanité, une humanité tendant vers la perfection, ce qui nécessite qu'il puisse s'affranchir de sa finitude en devenant immortel. Cette quête d'immortalité est en cours d'expérimentation. Il y a, par exemple, 5 expériences possibles qu'ils sont en train d'analyser. Mais bon, je ne reviendrai pas sur ça parce que ce serait un peu long. Alors, à partir de là, peut-on considérer cette perspective de transhumanisme comme continuatrice de l'idéal bergsonien, le dépassement de la condition humaine? Le cyborg peut-il être considéré comme une réalisation du mystique bergsonien? Euh, Alors, nous avons trouvé au moins deux similitudes, deux similarités possibles entre ces deux perspectives. Donc, il faut dire que tout comme le post-humain des transhumanistes, le héros bergsonien s'affirme par la remise en cause de la morale cause, c'est-à-dire la négation des valeurs issues du milieu, valeurs souvent aliénantes et déshumanisantes. Le cyborg transhumaniste refuse toutes les limitations que lui impose la nature. Hein. Il s'émancipe des caprices de la nature et crée ses propres valeurs. Cette attitude est perceptible également dans la posture du héros bergsonien. Donc, Monique Castillo dira, bon, je la cite,
Il ne reproduit rien en parlant justement du héros bergsonien. Il crée, il remplace l'humanité dans l'élan de la vie pure, pure énergie. Fin de citation. En fait, cette force de caractère permet au héros bergsonien de dresser les foules et d'impulser de nouvelles dynamiques. Et ça, c'était la première similitude. Concernant la deuxième similitude, il faut dire que l'un des points qui semble inscrire la philosophie bergsonienne dans la perspective transhumaniste est la quête du changement et le refus du statu quo. On peut dire ça ainsi. Bergson milite afin que les sociétés humaines passent du clos à l'ouvert, de la morale close à celle ouverte. La perspective transhumaniste constitue également un refus du statu quo pour l'avènement d'une société qu'on pourrait dire post-humaine. C'est justement par là qu'on peut trouver une petite similitude. Mais toutefois, il faut dire qu'au fond, les deux perspectives sont fondamentalement opposées. Et nous allons voir justement cette opposition. Nous avons pu relever 4 points de divergence entre la perspective transhumaniste et celle bergsonienne. Alors, l'augmentation des capacités corporelles est le premier élément qui différencie la perspective transhumaniste et le dépassement de la condition humaine et celle des transhumains et celle des transhumanistes. En effet, pendant que les transhumanistes militent pour une augmentation de la matérialité de l'homme, Bergson souhaite plutôt un accroissement, euh, plutôt un supplément d'âme à l'homme. Donc, avant même que n'aient lieu les augmentations transhumanistes, Bergson trouvait déjà un déséquilibre en l'homme. C'est-à-dire qu'il a un corps augmenté par les artefacts technologiques, alors que son esprit très réduit a du mal à supporter ce dernier. Ça, c'était le premier point. Euh, Au-delà de l'accroissement des capacités physiques de l'homme, les transhumanistes souhaitent également augmenter les capacités intellectuelles à travers l'interface cerveau-ordinateur, hein, de telle sorte que l'homme puisse utiliser concomitamment et ses capacités intellectuelles et celles de l'intelligence artificielle. C'est dans ce cadre, par exemple, que les promoteurs de Google veulent faire de leur moteur de recherche un troisième hémisphère cérébral logé en chaque homme. Cet idéal ne saurait s'inscrire dans la vision bergsonienne. D'autant plus qu'avec lui, le progrès de l'humanité n'est pas lié à une augmentation plus accrue de l'intelligence, mais plutôt à un accroissement de sa spiritualité. Pour Bergson, euh, l'intellectualité ne permet qu'une connaissance partielle des choses. Pour obtenir une connaissance globale des choses, il faut recourir à l'intuition. Ainsi, pendant que l'intelligence nous invite à voir pour agir, selon la perception bergsonienne, c'est-à-dire dans une sorte de connaissance qui prépare l'action, l'intuition nous permet de voir pour voir, une sorte de retour à l'intériorité, une sorte de contemplation désintéressée. Ça, c'était le deuxième point. Concernant le troisième point, il faut dire que la quête de la divinité est aussi un aspect qui différencie le cyborg transhumaniste du mystique bergsonien. En effet, dans la perspective transhumaniste, il y a une exaltation à la cyborgisation de l'homme qui peut être considérée comme une recherche de divinité, d'autant plus que l'homme serait pratiquement un dieu, puisqu'il ne tombera plus malade et il vivra éternellement comme les dieux. Dans la perspective bergsonienne également, il y a une exaltation de l'homme à devenir un dieu ou à coïncider avec le divin présent en lui. Toutefois, devenir Dieu chez Bergson ne signifie pas vivre éternellement sur Terre. Cela renvoie au fait que chaque homme doit retourner dans son intériorité, car c'est du dedans, de soi-même, que nous parvenons à fusionner avec le divin en nous. C'est cette rencontre, ou plus précisément, cette coïncidence avec Dieu qui représente le mysticisme dans la philosophie bergsonienne. Donc, le mystique est par conséquent cet homme capable de se réintégrer dans son intuition intelligente, cet homme capable de manifester une émotion supra-intellectuelle, source de création permanente. Ça, c'était justement le troisième point de divergence. Et le quatrième que nous avons relevé se retrouve dans la quête de la perfection de l'humanité. Pour les transhumanistes, l'humanité sera parfaite lorsqu'elle parviendra à vaincre toutes les limitations qui lui sont imposées par une nature capricieuse. Autrement dit,
Lorsque l'homme ne sera plus sujet aux différentes pathologies, lorsqu'il parviendra à ne plus subir les émotions destructives, lorsqu'il assistera à la mort de la mort, pour parler comme Laurent Alexandre, hein, on aurait réalisé une humanité parfaite. Il faut dire que cette approche diffère du bergsonisme. Cette approche diffère fondamentalement de celle bergsonienne, car dans le bergsonisme, c'est l'accroissement de la spiritualité, c'est-à-dire cette association ou fusion intelligence-intuition qui permet à l'homme de côtoyer la perfection. Bergson lui-même le confirme dans l'évolution créatrice quand il affirme, je le cite, une humanité complète et parfaite serait celle où ces deux formes de l'activité consciente, donc entendons par là l'intelligence et l'intuition, attendraient leur plein développement. Fin de citation. Donc, c'est alors l'intuition, hein, qui différencie fondamentalement le mystique bergsonien du cyborg transhumaniste. Celle-ci représente en quelque sorte ce que Heidegger, Martin Heidegger appelle la pensée méditative. Hein. Donc, il faut dire que bien après Bergson, Martin Heidegger, dans un texte intitulé Sérénité, distinguait déjà deux types d'intelligence, notamment l'intelligence calculatrice et de l'intelligence méditative. L'intelligence calculatrice est la source de toutes les initiatives humaines de maîtrise et de transformation du monde. Toutes les prouesses scientifiques et technologiques de l'homme en proviennent. Quant à l'intelligence méditative, c'est elle qui nous empêche de ne pas percevoir le monde que d'un point de vue instrumental et calculateur. Elle fait naître en nous ce sentiment d'émerveillement à l'égard de la nature, faisant justement cas de ces deux types d'intelligence dans la pensée bergsonienne. Jacques de Coulomb écrit ceci, je le cite, alors que la pensée calculatrice s'interroge avant tout sur le comment des choses, sur le mode de fonctionnement, sa conserve méditative se tourne vers les finalités. Fin de citation. Donc, la pensée méditative permet à l'homme de percevoir les choses dans leur totalité, de leur donner un sens, contrairement à la pensée calculatrice qui procède toujours par morcellement du réel. Si nous remontons encore dans l'Antiquité, on retrouve également cette distinction des deux formes d'intelligence chez Platon dans le livre 5 de la République, où il distingue la raison discursive, c'est-à-dire la danoïa, de l'intelligence contemplative, et notamment le nous, le nous. D'abord, Platon pose le principe de deux mondes distincts, à savoir le monde sensible, qui nous est donné par nos organes de sens, et le monde intelligible, accessible par l'intelligence. Dans le monde intelligible, on peut mentionner aussi deux niveaux de connaissance rendus possibles par deux types d'intelligence, notamment la danoïa et le nous. La danoïa, la raison discursive, représente en quelque sorte l'intelligence calculatrice heideggerienne. Et c'est elle qui nous permet de comprendre le monde, de l'analyser et de l'instrumentaliser. Quant au nous, ce que Heidegger appelle intelligence méditative ou ce que Bergson nomme intuition, il représente chez Platon l'intelligence la plus haute, en permettant à l'homme d'aller vers des valeurs immuables comme le bien, la justice, la vertu, etc. C'est la danoïa qui permet à l'homme de comprendre le monde, de le manipuler et de le dominer. C'est cette intelligence qui fait de l'homme un homo faber. Cette intelligence doit être encadrée et complétée par le nous, afin d'éviter que à l'homme certaines créations hautement nuisibles pour lui-même et pour l'humanité. Alors, donc on pourrait dire que l'achèvement de l'homme chez Bergson s'obtient à travers un développement harmonieux de ces deux intelligences. Or, dans la perspective transhumaniste, ce qui est particulièrement pris en compte, hein, c'est l'intelligence calculatrice, c'est-à-dire la danoïa, au détriment de l'intelligence méditative, le nous. C'est d'ailleurs sur ce modèle d'intelligence qu'est mise en place l'intelligence artificielle. Certains penseurs, notamment Alan Turing, Raymond Kurzweil, qui est le directeur de la singularité à Google, hein,
vont jusqu'à postuler que dans un futur proche, l'intelligence artificielle aurait des capacités plus élevées que l'intelligence humaine, ce qui oblige l'homme à fusionner avec la machine s'il veut rester compétitif face à l'intelligence artificielle. En fait, l'erreur que font ces penseurs, c'est d'avoir pris en compte un seul pan de l'intelligence humaine en oubliant une dimension non moins importante, notamment l'intelligence méditative, l'intuition dont parle Bergson. Ce schéma, la perspective transhumaniste notamment, n'est pas de nature à favoriser un développement intégral de l'homme, puisqu'il oublie l'intelligence méditative, l'intuition, dirait justement Bergson. Alors, comme l'a si bien souligné le professeur Indio Mwele, je le cite, au niveau de l'homme, Bergson a montré il n'y a pas d'équivalence entre le cérébral et le mental. Justement, c'est ce que la perspective transhumaniste ne fait pas. Il confond toute l'intelligence et au mental. Donc, on pourrait parler d'une relation tripartite dans la manifestation de la spiritualité chez Bergson, c'est-à-dire une relation corps, intelligence, intuition. Mais de sorte que ce soit la relation intuition, intelligence qui commande le corps et non le corps qui commande l'intelligence, intuition, comme cela semble être le cas chez la plupart des hommes. Bon, il faut dire qu'au-delà de ces 4 points, il y en a d'autres, hein, d'autres distinctions entre ces deux postures. À l'image, par exemple, de celle établie la semaine dernière par le professeur Ingo Mwele, notamment le fait que le mysticisme bergsonien relève d'un effort individuel, une construction personnelle, alors que dans le transhumanisme, c'est votre pouvoir économique qui détermine votre élévation. Autrement dit, si vous avez une assise financière robuste, alors vous pouvez transcender la condition pour devenir un cyborg. Mais si vous êtes démuni, aucun dépassement ne semble possible. Donc, en résumé, la perspective transhumaniste de dépassement de la condition humaine est loin d'être porteuse de l'idéal bergsonien. Nous sommes à la conclusion. Donc, dépasser la condition humaine chez Bergson ne signifie pas ici être autre qu'humain. Cela signifie tout simplement Donc, cela signifie tout simplement parce que par ce processus, le mystique parvient à dépasser ses égoïsmes individuels, à franchir les limites établies par la morale issue de la société close pour devenir un homme universel, pour penser en termes de valeurs qui vont au-delà de celles en vigueur dans la société close. En ce qui nous concerne, bien que la perspective bergsonienne du dépassement de la condition humaine soit belle dans son analyse, dans les faits, nous estimons que nous sommes plus proches de la perspective transhumaniste que du mysticisme bergsonien. Je m'explique. Cela fait des années que Bergson appelle au dépassement de la condition humaine dans le mysticisme. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'idéal bergsonien s'est réalisé ou qu'on est un début de réalisation? Bon, notre réponse semble négative parce que l'ouverture dont réclamait Bergson n'est toujours pas d'actualité avec la recrudescence des conflits qui impliquent un certain retour dans l'animalité, dans le clos, dirait Bergson. Quand on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien qui est relancé, le terrorisme et le djihadisme qui peut être l'expression de la religion statique issue de la morale cause. Voilà, que vivent par exemple les populations d'Israël. Donc, ici, ce ne s'est pas encore réalisé l'idéal bergsonien. Par contre, en ce qui concerne la perspective transhumaniste, elle connaît déjà un début de réalisation à travers la matérialisation d'un de leurs grands projets, à savoir l'interface cerveau-ordinateur. En effet, le mercredi 24 mai 2023, une équipe franco-suisse de l'Université de Lausanne annonçait dans une conférence de presse l'effectivité de l'interface cerveau-machine qui a permis à Jürgen Oskam, paralysé des jambes depuis plus de 10 ans, de pouvoir à nouveau marcher. Pour parvenir à ce résultat, des électrodes ont été implantés dans le cerveau du patient et d'autres électrodes dans la moelle épinière afin d'établir ce qu'on pourrait appeler un pont informatique. Ainsi, l'activité cérébrale
est captée et transférée sans fil vers des ordinateurs qui, à leur tour, la convertissent en séquence de stimulation envoyée au niveau de la moelle épinière, permettant de réactiver les muscles des jambes du patient paraplégique. Ce cas montre que l'interface cerveau-machine est de plus en plus une réalité. Il nous semble donc que nous nous acheminons peu à peu vers l'effectivité de la perspective transhumaniste, alors qu'on ne pourrait en dire autant pour le mysticisme bergsonien. Donc, nous sommes donc au terme de notre analyse. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Tougouma, pour votre exposition très claire et très instructive. J'ouvre à les questions, si quelqu'un a des questions à faire. Professeur Ebenezer Numeye a levé la main. Vous pourrez parler, professeur. J'ai levé la main. J'aurais aimé parler à la fin, puisque je suis impliqué, le M. Tougouma. Oui, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Je peux faire une question si personne ne veut parler tout de suite. Euh, euh, si j'ai bien compris la discussion autour du bergsonisme et du transhumanisme, je pense qu'elle peut se caractériser, grosso modo, comme suit. Hein. D'une part, nous pourrions dire que le bergsonisme et le transhumanisme partent du principe que les êtres humains n'ont pas une nature immuable, que donc les êtres humains sont en transformation et en évolution. Hein. En revanche, on pourrait dire qu'ils divergent dans la mesure où le bergsonisme considère que cette évolution doit se faire par un équilibre hein, entre ce que Bergson appelle l'esprit et la matière, hein, c'est-à-dire un équilibre entre l'essence de la création, de l'ouverture de l'être à la nouveauté et l'essence de l'instabilité, hein, qui fait que cette création s'actualise et prend des contours individuels proprement humains. Euh, alors que l'inverse, le transhumanisme investit dans ces sens matériels de l'évolution, dans ces sens éminemment quantitatifs. Hein. Bon, cela dit, et considéré également que le sens de l'esprit, le sens de l'ouverture proposé par le bergsonisme implique une sympathie entre les principes créateurs sous la forme de l'élan vital dans lesquels les êtres humains ont été engendrés et dans lesquels les êtres humains se mettent en sympathie avec les autres êtres humains et avec les autres individus des autres espèces. Euh, je me demande si on pourrait dire que l'un des grands aspects du transhumanisme à critiquer par le bergsonisme pourrait être l'absence justement de cette sympathie intraspécifique et interspécifique. Euh, en ce sens, on pourrait critiquer principalement à le transhumanisme un approfondissement de l'individualisme et du spécisme. Hein. Un individualisme est un spécifique qu'on peut dire que se traduit pour des questions très concrètes, telles que l'enjeu écologique et économique de cette évolution technologique, euh, qui exacerberait non seulement la destruction des écosystèmes, mais aussi les inégalités entre les individus, les communautés, les pays, les continents, etc. Donc, je voudrais vous écouter, Monsieur Tougouma, à propos de cet point spécifique qui, pour moi, c'est le point principal à critiquer au transhumanisme, que c'est l'individualité, hein, l'approfondissement d'un individualisme et d'un spécifisme. C'est ça.
si je... Ok. Merci, Madame la modératrice. Effectivement, ce que vous dites me semble vrai, parce que quand on prend dans la perspective transhumaniste, on trouve justement une exaltation à l'augmentation du corps, des capacités intellectuelles. Ça veut dire que tout tourne autour de l'homme individu. Alors que, par exemple, chez Bergson, c'est vrai que le mysticisme, ou le mystique, le héros bergsonien, arrive et se réalise par un effort personnel, par un travail individuel, mais à l'image, par exemple, de l'allégorie du philosophe dans l'allégorie de la caverne, il lui faut, pour être complet, revenir travailler à élever également les autres. Donc, c'est d'abord un effort personnel chez le mystique, mais il faut que le mystique travaille à ce que la société dans laquelle il se trouve quitte de la morale close vers la morale ouverte. Alors que quand on prend le transhumanisme, c'est un peu plus fondé sur l'individualisme parce que c'est votre pouvoir économique. Par exemple, les inventions qu'ils vont mettre en place, ce ne serait pas donnant, d'autant plus que ce sont les entreprises de la Silicon Valley qui promeuvent, par exemple, ces augmentations-là. Alors qu'eux, ils ne travaillent spécialement que dans le but de rentabiliser, de gagner des profits. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce déséquilibre. Et vous avez souligné aussi, bien avant cela, un autre point qu'on pouvait mettre en place pour diverger les deux tendances, notamment le fait que quand on prend le transhumanisme, les projets portent plus sur la matière, la mécanique, alors que chez Bergson, il faut un équilibre. Bergson ne déteste pas le corps, Bergson n'est pas contre les augmentations, la science et la technologie. Bergson trouve seulement qu'il y a un déséquilibre. Le corps a été prolongé et augmenté par la science et la technique, pendant que l'intuition qui permet d'encadrer et de permettre à l'homme de s'élever là est restée chétive. Donc, il souhaite un accroissement de cette intuition qui doit s'accompagner avec l'intelligence. Je ne sais pas si je suis allé dans votre sens. Merci beaucoup, M. Toumouma, pour les explications supplémentaires. Elles sont très claires. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres intervenants, peut-être pourrais-je parler, peut-être compléter. Oui, mais s'il vous plaît, monsieur Benzer, vous pourrez parler. Bien, je vais remercier encore M. Tougouma et le Burkina Faso qui est très actif dans ce colloque et qui me fait plaisir de présenter ma vision des choses. Ils m'ont lu et merci, M. Tougouma. Alors, et surtout la dernière question, parce que la question, l'aspect transhumanisme, l'aspect technosciences qui est, que moi-même j'ai évoqué la semaine dernière. Alors, il est manifeste que ce que vous avez dit concernant ce qu'on appelle l'exosquelette, n'est-ce pas? Le terme, vous ne l'avez pas utilisé, qui permet aux quadriplégiques aux tétraplégiques de remarcher, de retrouver la mobilité. Et ça, c'est la combinaison donc de la technoscience et du cerveau, disons du cerveau biologique et du cerveau cybernétique. Le cyborg étant donc, puisque vous avez mis l'accent sur le cyborg est supposé être majoritairement composé d'organes artificiels, si même il conserve encore des organes du genre le cœur, le foie, le sang, les globules rouges, les reins, le pancréas, et tous ces organes sont dans un processus
d'artificialisation, de synthèse. On parle même de sang susceptible d'être obtenu par simple synthèse, n'est-ce pas? Et que les globules rouges robotisés pourront circuler dans nos artères. Et c'est cette phase ultime du cyborg qui nous fait sortir de l'humanité et de l'homme. On ne sait pas. Je prends un exemple, le foie biologique. Il produit la bile qui doit aller dans l'intestin pour aider la digestion des graisses. Alors, qu'en sera-t-il du foie artificiel? Va-t-il sécréter encore quelque chose d'artificiel? Que deviendra le système paranormal, ce système sympathique qui fait fonctionner les organes sans que la volonté de l'homme intervienne? Est-ce que nous allons dans une automatisation complète du fonctionnement, y compris des fonctions qui échappaient à la volonté de l'homme, mais qui sont pourtant nécessaires à ce qui s'appelle encore du biologique, de l'organique, alors qu'on est avec des êtres qui sont une association de matériaux organiques et de matériaux inorganiques. Bon, bref, on est au-delà. On est au-delà. L'homme n'est plus dans l'homme ici. Et c'est la grande différence avec ce que le bergsonisme est demeuré. Lorsque le bergsonisme replace la science là où elle doit être, à savoir permettre la résolution des problèmes du quotidien, la technologie doit permettre de résoudre les problèmes de transport, d'alimentation. Et effectivement, tout ça, c'est la servilité de la technique par rapport aux objectifs nobles de cet homme qui devrait, lui, aspirer toujours à coïncider avec le divin, avec Dieu, et qui ne devrait pas être absorbé en même temps par des tâches serviles, des tâches, comment dire ça, préparant sa condition pour se livrer à la dimension, à la vie, la dimension intérieure. Et on voit que effectivement la technologie reste tout entière à l'extérieur. Et les augmentations des capacités qui sont proposées par cette technologie ressemblent même ressemblent à ce qu'on a pensé que l'être humain était une machine, n'est-ce pas? Lorsque on veut faire voir l'homme la nuit comme un chat, ou faire entendre des ultrasons à l'homme, c'est pour quel objectif? Et on sait que certaines évolutions, certains résultats, s'ils sont généralisés, ils vont détruire même la vie sociale. Ils vont détruire la vie sociale en ce sens qu'effectivement, voir la nuit comme un chat, entendre ce qui se dit à travers des murs épais, ne sécurise pas le voisin. Et on sait déjà que Google a eu à retirer la circulation en 2015 les Google Glasses, qui étaient des lunettes qui permettaient de vous enregistrer pendant la conversation, de vous enregistrer, de voir, de vous filmer et tout et tout. Et c'était des lunettes pour le service de renseignement, n'est-ce pas, ou les gens des services oui, utile à la société, d'accord, mais lorsqu'effectivement tout homme dans la société peut devenir comment dire ça, quelqu'un d'inquiétant pour le voisin, eh bien, chacun se replie en lui-même et la société petit à petit va disparaître. Enfin, bref, voilà, je voulais dire, je vais m'arrêter là, je voulais redire l'intérêt qu'il y a eu à faire ce rapprochement entre le bergsonisme, le dépassement de la condition humaine, tel que vous savez, le livre, je crois que vous l'avez, de Tougouma, Henri Bergson, l'idée de dépassement de la condition humaine, la citation de la pensée, le mouvement que vous avez fait, la philosophie, voilà. Donc, et c'est très important de marquer la spiritualité de la démarche bergsonienne opposée au matérialisme. Parce qu'effectivement,
ce que nous avons cité tous, ce que vous avez recité aujourd'hui, notamment Ray Kurzweil et d'autres, sont des matérialistes purs et durs. Sont des matérialistes purs et durs et appuyés sur, fonctionnant dans un contexte de libéralisme capitaliste. Vous avez rappelé la place de l'argent dans ce développement et qui ne permet pas, n'est-ce pas, cette société humaine, même si du côté Bergson, on n'est pas encore de divin, on n'est pas encore proche de Dieu, mais on reste dans une humanité et qui n'est plus dans la clôture, mais cette humanité-là consiste à fonctionner encore dans la communauté, dans une communauté élargie, mais où on est encore en relation, n'est-ce pas? Donc, et alors que si on suit certaines évolutions de la science, il va y avoir de nouveaux apartheids. Il y a de nouveaux apartheids. J'ai utilisé le terme dans le livre que vous avez certainement lu, Transhumanisme, marchand de science et avenir de l'homme. Et effectivement, au moment donné, ce sont ceux qui ressemblent, le principe de ceux qui se rassemblent, s'assemblent, va être repris, va être mis en application. Il y aura donc des regroupements, des clôtures encore, de gens qui sont très, très forts parce que la technologie les a aidés et qu'ils ont pu acquérir les moyens que la technologie met à leur disposition. Et puis, quelque part, une minorité d'hommes demeurés, des êtres, des homo sapiens, dont Ray Kurzweil dit d'ailleurs qu'à la fin du siècle, ils vont disparaître, que l'humanité est appelée à disparaître, d'après Ray Kurzweil, pour laisser la place à ce que lui-même appelle au règne des machines. Règne des machines, cyborgs, etc. Voilà, nous sommes vraiment loin de ce que le philosophe français, qui a bien connu, donc, qui a bien connu la place de la technologie, l'arrivée de cette technologie, qu'il a appelée la mécanique. Mais oui, mais la mécanique, c'est le symbole aujourd'hui, une manière symbolique de parler de ce que nous appelons aujourd'hui la technoscience. Et c'est la même chose. Et les résultats des avancées de la science permettent de rêver de la mort, etc. Mais la mort, pour un être qui n'est plus un être humain, puisque la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie à partir du moment où la vie humaine suppose la naissance, la croissance, la maturité, etc. Et puis le déclin, la dégénérescence. Bon, bien sûr, ce que vous avez dit tout à l'heure, Tougouma, par rapport à l'intérêt de la science, nous le retrouvons, cet intérêt, dans le traitement des maladies de la dégénérescence. Le transhumanisme dit que le vieillissement est une maladie, la vieillesse est une maladie, et qu'on peut inverser le processus de vieillissement. D'accord, si on peut supprimer le Parkinson, l'Alzheimer, tout ça, personne ne dit qu'il y est opposé, n'est-ce pas? Mais c'est le terme. Dire comme ils font rêver l'humanité en disant vous pouvez vivre éternellement, mais éternellement, dans quelles conditions de vie? Avec les autres, dans la relation ou en singleton qui résout tous ces problèmes. J'ai la capacité, je suis moi-même mon boulanger, je suis moi-même mon blanchisseur. Enfin bref, c'est l'imagination que nous pouvons nous faire de la société ou de devenir de cet être humain qui n'est plus tellement humain, qui est plus ou moins Dieu, mais enfin qui va se passer de la société. C'est ça les interrogations que nous pouvons émettre aujourd'hui encore. Mais voilà, je m'arrête là. Merci à tout le monde. Merci à Catherine, merci à notre modératrice de cette table ronde. Et je crois que je suis heureux de voir que l'Afrique a participé de cette manière-là. Et je découvre moi-même la connaissance de Bergson par beaucoup d'Africains, d'intellectuels de nos universités. Et bon, voilà, bonne continuation à notre colloque. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour les développements supplémentaires très riches qui nous font penser beaucoup de choses sur notre situation actuelle. Merci. Okay. On passe donc à les prochaines intervenants. Je vais présenter le monsieur Tarcísio Santos Pinto. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université de São Paulo, au Brésil.
et professeur à la faculté d'éducation de l'Université fédérale des Juifs du Fort. Il a travaillé comme enseignant et il travaille comme enseignant-chercheur dans les domaines suivants: philosophie de l'éducation, éthique, philosophie politique, esthétique et éducation, philosophie, cinéma et éducation, philosophie, technologie et éducation, dialogue possible entre la philosophie d'Henri Bergson et d'autres philosophies. Il a publié les livres intitulés La méthode d'intuition de Bergson et sa dimension éthique et pédagogique. Il a publié des articles dans les revues spécialisées dans les domaines de la philosophie de l'éducation. Avec un collègue de travail, il a également développé des traductions des textes bergsoniens, en particulier ceux qui n'ont pas été publiés en portugais et ceux qui se concentrent également sur les thèmes de l'éducation. Dans cette optique, ils ont publié l'année dernière une traduction de Les bons sens et les études classiques. Il présentera aujourd'hui sa communication intitulée Bergson et Freire, durée, sympathie, effort, attention et conscientisation. Et M. Tarcisio, la parole est à vous. Merci beaucoup, Adriana, ma collègue brésilienne. Je remercie à tous les collègues qui font l'organisation de ce bel et important colloque, de ce beau et important colloque. Particulièrement, je vais remercier la professeure Catherine pour l'opportunité et pour l'organisation du colloque. En avant, je parle que je ne parle très bien le français, fluentement le français, mais je vais faire le meilleur pour sa présentation. Pour éviter quelques problèmes de prononciation, je vais essayer de partager mon test. Vous pouvez lire? Oui, oui, c'est bon, on voit. Je vais lire maintenant. S'il vous plaît. Excuse-moi, je vais lire. Bergson et Freire diraient sympathie, effort, attention et conscientisation. Je dois parler que je ne peux pas enfoquer tous les concepts dans sa présentation de 25-30 minutes. Je vais enfoquer quelques de ces concepts. On ne soulignera jamais assez que pour Henri Bergson, le véritable mouvement temporel de la réalité est la durée, et non sa fausse représentation à travers l'espace, le temps mathématisé. La durée est la temporalité inhérente à la vie qui imprègne l'univers entier, constituant différents êtres dans leur devenir mouvant. Et si les manifestations de notre conscience humaine, nos sentiments, nos impressions, nos expériences du monde sont aussi de durée, avec leurs nuances aux qualités singulières que forment, selon les philosophes français, de multiplicité de fusion ou d'interprétation mutuelle
où le passé se prolonge sans interruption, se conserve dans le présent, avançant vers le futur dans un mouvement continu et créatif. Poursuivant la réflexion que nous souhaitons développer dans cette présentation, il faut aussi rappeler que la durée ne peut être véritablement connue, selon Bergson, qu'à travers l'intuition. C'est qu'à travers ces mouvements d'intuition que l'on peut coïncider avec chaque réalité que l'on cherche à connaître dans son unicité, sans intermédiation de symboles ou de concepts prédéfinis. C'est que Bergson appelle la connaissance par sympathie et qu'il est difficile d'exprimer par des mots. Reprenant les nuances liées à la fortune des concepts de sympathie au cours de l'histoire de la philosophie, Bergson en ajoute des développements propres et originaux. Dans sa philosophie, ces concepts apparaissent comme synonymes de connaissance immédiate, une possible coïncidence entre sujet et objet de la connaissance, dépassant le dualisme typique de la tradition métaphysique. Pour cette raison, nous pouvons souligner que dans la philosophie bergsonienne, le concept d'intuition est directement lié à celui de sympathie. Dans l'introduction à métaphysique, Bergson écrit, et je cite, « Nous appelons ici intuition la sympathie par laquelle nous nous transportons à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. » Fin de citation. Insistons également que c'est à partir d'une conception renouvelée de la philosophie soutenue dans l'intuition par sympathie de la durée que Bergson cherche à relier théorie de connaissance et théorie de la vie à l'évolution créatrice. Introduction. Une autre notion fondamentale également dans la philosophie bergsonienne est celle de l'effort. Dès le début de son œuvre, à travers de multiples recherches menées qui incluent les domaines de la psychologie et des sciences de la vie, Bergson soutient que les procès vitaux sont avant tout des procès volitifs qui amènent en avant la vie à travers un effort de autopréservation et de développement. Tel processus volitif associe également des processus conscients, initialement simples et pratiquement automatiques, qui deviennent de plus en plus complexes en termes de délibération consciente, notamment chez les hommes, ce qui met l'accent sur la tendance de l'intelligence. Ainsi, le phénomène de l'effort est caractérisé par Bergson comme quelque chose qui relie intimement volonté et puissance cognitive. Dans l'horizon de la vie, l'effort est compris par les philosophes français à la fois dans son sens physiologique, comme effort moteur, et dans son sens cognitif, comme effort intellectuel. Il sera directement associé aussi à ces concepts d'instinct, d'intelligence et d'intuition qu'il approfondit progressivement tout au long de son œuvre. Bergson soutiendra, par exemple, que
contrairement à ce que l'on pense souvent, l'intelligence n'est pas quelque chose que nous avons déjà prêt, mais est quelque chose de vivant et en création continue, dont le développement s'effectue fondamentalement par l'effort, la capacité de concentrer l'énergie de l'esprit par la volonté. Ces pensées dans un discours de l'intelligence que Bergson prononçait au lycée Voltaire en 1902. Dès lors, il faut souligner que pour Bergson, l'effort est essentiel pour promouvoir des processus d'approfondissement et d'expansion de la connaissance humaine, y compris liés à ces procès de connaissance de soi et d'émancipation dans la réalisation possible de la liberté. Cet effort relie aussi notre attention pour nous rendre capables d'accompagner plus intimement et plus profondément par sympathie les mouvements de la durée de la vie. Un mouvement qui peut être intuitionné et pensé par nous-mêmes dans la mesure où il est uni, où il est uni aux autres êtres existants à travers d'un élan vital cosmique commun. Évolution créatrice. Associée à la notion de l'effort, Bergson réfléchit également à la notion d'attention. Cet concept est également très important dans sa pensée philosophique, apparaissant dans le contexte de son premier ouvrage, l'essai sur les dons immédiats de la conscience, sur les dons immédiats de la conscience. Bergson y conçoit l'attention comme quelque chose associé à la conscience humaine et capable de produire une idée purement spéculative. Dans le cadre de ses premiers ouvrages, Bergson conçoit également que l'expérience de l'attention relie le temps et l'espace dans ce qu'il appelle la simultanéité. Comme dans l'essai, également dans Matière et Mémoire, il finit par réfléchir sur les expériences attentionnelles dans un horizon principalement psychologique. Mas ensuite, Bergson élargit et approfondit le sens du mot attention en expliquant comme étant associé aux différents modes de tension et de distinction de l'esprit ou de la conscience par rapport au corps lors des procès vitaux de perception et de mémoire, nécessairement liés par la durée. Matière et mémoire. Dans l'évolution créatrice, le philosophe français décrit l'attention comme quelque chose de vital, la reliant aux êtres vivants en général à partir de leurs multiples flux de conscience possibles, du pli élémentaire manifesté par une amibe, par exemple, au pli complexe matérialisé par l'homme, et la caractérisant aussi comme coexistence et immanente à la vie. C'est pourquoi il voit dans l'attention à la vie
un phénomène primordial. Je cite, il n'y a pas de conscience sans une certaine attention de la vie, à la vie, pardon. Version L'évolution créative en œuvre, à l'édition de Centenaire, l'édition de Centenaire, page 818. Enfin, il convient également de souligner que dans l'ouvrage Durée et simultanéité, où il discute de la théorie des temps multiples d'Einstein, version complète, sa réflexion sur l'attention développée dans les travaux antérieurs, en la déployant encore plus loin dans un horizon proprement métaphysique ontologique, en affirmant que dans la vie, simultanément, différentes durées sont liées. En effet, dans cet essai, Bergson souligne que nos expériences psychologiques, y compris celles de l'attention, sont coextensives, intégrées au phénomène du monde, de la nature. Ainsi, la simultanéité est désormais également considérée comme un flux immédiat de la conscience en relation avec d'autres flux dans le monde, et se manifestant à travers un acte d'attention. C'est pourquoi il écrit, et je cite, qu'il est l'essence même de notre attention de pouvoir se partager sans se diviser. Fin de la citation. Bien, après avoir essayé de faire un bref résumé de certaines idées fondamentales d'Henri Bergson, nous allons maintenant tenter d'établir quelques dialogues possibles entre ces idées et la philosophie de Paulo Freire, le philosophe de l'éducation et éducateur brésilien. Tout d'abord, il était important de rappeler que c'est à partir de la conception fondamentale bergsonienne du temps comme durée que Freire caractérise ontologiquement l'humain comme non concluant, un être dont la temporalité, dont la historicité et dont la conscience, dans les liens inhérents, ils sont engendrés par son existence dans le monde et à travers des relations qu'il a établies avec les autres. C'est précisément par ce procès que l'être humain crée la culture et l'éducation en se différenciant des autres animaux. Dans un passage important de Pédagogie des opprimés, on voit comment les penseurs brésiliens, inspirés par Bergson, relient ces idées opposant une éducation immobiliste à une éducation problématisante. Freire écrit à la fin du 10e chapitre de l'ouvrage, et je cite, la conception et la pratique bancaire immobilière fixiste finissent par ignorer les hommes ou les êtres humains en tant qu'êtres historiques, tandis que la problématisant part précisément du caractère historique et de la historicité des êtres humains. C'est pourquoi il les reconnaît comme des êtres qui sont en train d'être, comme des êtres inachevés,
Em conclusão, dans et avec une réalité qui, bien qu'historique, est également inachevée. En vérité, différemment des autres animaux qui ne sont qu'inachevés, mais non historiques, les êtres humains se savent inachevés. Ils sont conscients de leur inconclusion. C'est là que se trouvent les racines de l'éducation elle-même en tant que manifestation exclusivement humaine, c'est-à-dire dans l'inconclusion des êtres humains et dans leur conscience de celle-ci. L'éducation é donc quer faire, no português, que fazer, é um certo neologismo, um certo neologismo de Paulo Freire. L'éducation est donc une que faire permanente, en permanence, en raison de l'inconclusion des êtres humains et du devenir de la réalité. De cette manière, l'éducation se refait constamment refaite dans la praxis. Pour être, il faut être étant. Ça dirait au sens bergsonien du terme comme processus est dans le jeu de contraire permanence changement. Alors que la conception bancaire met l'accent sur la permanence, la conception problématisante renforce les changements. Fin de la citation. En ce qui concerne le concept d'attention et d'effort, rappelant certains aspects de la conception bergsonienne, Freire nous montre que les attentions apportent différentes perspectives et certaines subtilés en rapport aux réalisations quotidiennes des êtres humains. Dans le cas des opprimés, celles se manifestent également dans la manière dont chacun part de ses actions au jour le jour, le mode que les différences significatives sont des nuances établies au sein d'un certain schéma général, interprétatif ou prononciatif du monde. Ce schéma général n'est facilement surmonté dans ses contraintes et d'autres mondes possibles apparaissent comme assez lointains. De toute façon, dans l'environnement pédagogique du cercle de culture freirien, c'est l'ambiance, les liés où Freire développe ses pratiques pédagogiques, les cercles de culture, un mouvement de renouveau devient peu à peu viable. Un mouvement général de nouveaux horizons s'ouvre en termes de pouvoir de pensée et d'action. La tension qui se produit dans la durée de la conscience de chaque personne par un enchevêtrement a concentré de nombreux épisodes de cette situation ou de cette situation ou actions projetées par des films qu'il utilise aussi dans les cercles de culture. Et ici, a élargi et approfondi des attentions
qu'il était impliqué à travers le dépassement de ses propres références chez celles d'autrui. Les paroles entendues, les situations rapportées s'accommodent par un léger déplacement dans un même schéma. À cet état, un cours de décodage de signification impliquée dans les mots ou dans les thèmes générateurs, mais un effort intellectuel plus intense de la part des opprimés n'a pas encore eu lieu. Cependant, le débit de l'effort peut déjà être ressenti dans n'importe quel petit commentaire à travers des questions telles que qu'est-ce que vous dites? Et surtout, pourquoi cela arrivait-il? Pouvons-nous lutter ensemble contre cela? On voit dans une philosophie pédagogique qui oriente l'effort intellectuel vers une réflexion qui nourrit la praxis. Je cite une passage de pédagogie d'opprimé. Quand nous défendons un effort permanent de réflexion des opprimés sur les conditions concrètes, nous ne prétendons pas jouer à un jeu amusant sur les plans purement intellectuels. Nous sommes convaincus, au contraire, que la réflexion, si elle est véritablement réflexion, conduit à la pratique. Fin de la citation. Nous trouvons également dans autres passages de pédagogie des opprimés des associations directes entre les notions d'effort et de conscience dans la réalisation de notre propre, de la propre proposition éducative de Freire, qui renforce la dimension politique du processus de conscientisation libératrice. Paulo Freire écrit, je cite, « L'investigation thématique est donc un effort commun de prise de conscience de la réalité et de la conscience de soi, qu'il inscrit comme point de partie du processus éducatif ou d'ação intelectual a caractère libérateur. » Fin de la citation. Et plus loin, il conclut, tel que nous la comprenons, la révolution culturelle est l'effort de sensibilisation maximale possible qui doit développer les pouvoirs révolutionnaires avec lesquels il atteint à tous, quelle que soit la tâche à accomplir. Quelle que soit la tâche à accomplir. Fin de la citation. C'est en quelque sorte ce que Paulo Freire nous montre comme l'élargissement et l'approfondissement de la conscience de si et de la conscience du monde, ou en d'autres termes, comme l'élargissement et approfondissement de la conscience historique, à travers la dialectique qui établit entre les opprimés et le monde, à mesure qu'ils se libèrent, et l'élargissement et approfondissement ces mondes communs simultanément. Dans ce processus déclenché par les opprimés, il y a un moment où ils sont confrontés à l'oppresseur qui vit entre eux,
ou ce qui pourra être la même chose aux structures socioculturelles qui leur sont imposées. Lorsqu'ils surmontent ces fantômes, ils surmontent les schémas même du monde dans lequel ils ont jeté et qui, euh, et qui entretenaient en eux un lien antique. En s'ouvrant alors à de nouveaux mondes, en s'ouvrant alors à de nouveaux mondes possibles, ils peuvent aussi devenir, dans la durée, qui inclut la praxis historique des révolutionnaires dans la sens freirienne. Merci beaucoup. C'est la synthèse que j'ai fait de mon test. Merci beaucoup, Tarcisio, pour sa présentation sur la relation entre la pensée endurée de Bergson et la pensée de l'éducation des Freire, qui, à mon avis, est très intéressant. Et je veux la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, Oui, j'ai peut-être une question, Adriana, si je... Merci, Katerina. Merci. Merci à toi, merci Tarcisio de votre communication si intéressante sur un auteur qui est vraiment surprenant dans son faire écho à des intuitions bergsoniennes sur le plan de l'éducation, comme on a déjà eu la chance de commencer à explorer avec Adriana lors d'un séminaire l'an dernier, avec d'autres collègues qui travaillent aussi sur la pédagogie d'inspiration bergsonienne, disons, et qui sera d'ailleurs présenté dans Bergsoniana très prochainement, au mois de janvier, normalement, dans le numéro 4, et un dossier consacré à Bergson et l'éducation. Donc, votre contribution vient vraiment dans le sillage de ce débat et m'inspire beaucoup. En effet, ce qui m'a frappé le plus, c'est cet aspect factif, ce que faire, cet élément quasi pragmatique de l'éducation qui n'est pas qu'intellectuel, qui n'est pas que mental, mais qui toujours se fait par le faire, par la matière aussi, Par l'action aussi. par l'action, voilà, par l'action, mais par une action très liée, donc même à cet aspect corporel. Ça m'a fait penser aussi à des pages de La pensée le mouvant. Il y a une introduction où personne arrive à parler de l'importance de l'éducation de la main. Si, Voilà. c'est très belle, ce passage. Qui rappelle aussi un peu l'homo faber, donc la genèse de l'intelligence par la fabrication. Donc, l'idée de l'outil, de la main et de l'outil comme vraiment support et accompagnement du développement de l'intelligence. Donc, cette impossibilité, encore une fois, chez Bergson, de trouver un pur esprit ou en même temps Oui. matière. Voilà, c'est toujours cet élément. Et donc, je me demandais comment s'articule dans la pédagogie de Freire cet élément, disons, plus intellectuel et plus corporel dans l'éducation. Quelle est la place donc, de la sensibilité, voilà, de la création plastique dans la construction de l'intelligence et de l'intuition peut-être, de la sympathie, Oui. voilà, pour atteindre ce processus culturel à caractère libérateur. J'ai bien aimé cette formule pour décrire l'éducation que vous avez rappelée. Oui.
Alors, je pense que la conception de l'éducation freirienne, c'est une conception qui lie nécessairement l'éducation à la vie. Et je pense, à partir des textes que je lis et cher traduire de Bergson aussi, que Bergson pense l'éducation aussi avec ce lien fondamental, primordial à la vie. Cette citation qui vous nous, nous, nous rappeler maintenant, Catherine, dans la pensée le mouvement, montre un peu ça, né? L'éducation des mains, c'est une éducation avec la relation de com la vie. Et je pense qu'il y a dialogue possible, potente, entre ces deux pensées, inclusivement autour de ces conceptions, de leur conception de l'éducation, de la connaissance. Né? Freire pense e défend une éducation qui se fait à partir des expériences les élèves, né? Avec en relation avec des expériences des professeurs. E ces expériences sont, como je lis de passagem, são expériences fondamentalement humaines, parce que são des expériences culturelles, né, que sont comparties entre eux. E ele pensa, ele developa uma concepção de connaissance, né? Aussi, aussi relié à connaissance de la vie dans la pédagogie de opprimé. Dans ce livre, nous rencontrons sûrement une théorie de connaissance très bien élaborée avec la contribution de beaucoup de penseurs. Né? Et c'est conscientisation que parle, de que parle Freire, parle de la conscientisation qui se transmet de le professeur pour l'élève. C'est conscientisation qui se fait à partir de l'attention, de l'esforço, de connaissance, de la propre conscience de si, de soi, pardon, hein? Et qui fait possible un processus d'émancipation, né? Que exige effort, né? Et attention, etc. Je pense que
c'est que que j'ai cherché développer dans mon test. Bergson aussi pense les différentes expériences de la vie et des connaissances pour pensant aussi dans l'émancipation humaine, il pense aussi à l'émancipation humaine, né? À la liberté, né? E il dans cet aspect, pour développement, cet aspect, il ne sépare, il ne partage, il ne partage pas les consciences du monde, né? Les réflexions des relations, né? Des corps de l'esprit. Bergson et Freire pensent c'est différent du dualisme de forme à intégrer, né? Ces différents aspects et particulièrement dans le cas de Freire, il développe ces aspects à travers de l'éducation, né? Je pense que Bergson, en cette medida aussi, mais Freire fait de l'éducation son profession, né? Son travail directement, né? Merci. Merci. Merci, Pardon pour quelques erreurs de français aussi. Je pense qu'il a un micro ouvert. Et amener Albert, s'il vous plaît, vous pourriez prendre. Merci. Je ne sais pas si Madame, Monsieur Diouf qui a levé la main, vous pourriez parler. Madame. Bonjour. Bonjour. Madame, oui. En fait, j'ai une question pour Tarcisio. On voit que dans les deux sources, à la fin, quand Bergson finit de présenter un peu la finalité de la vie, la création de ce qu'il appelle une humanité divine, mais en fait qui n'est rien d'autre qu'une fraternité universelle qui englobe l'humanité entière. Et dans cette fraternité, les États, comme les peuples, seront d'égale dignité. Et il propose comme moyen pour arriver à cette humanité divine l'éducation, mais il parle de l'éducation à l'amour qui prépare déjà les jeunes à cette ouverture à la culture de l'autre, à l'acceptation de l'autre, voilà, pour un peu parier à l'ostracisme, voilà, à la discrimination, à la xénophobie. Il faut que déjà préparer les jeunes à apprendre la culture de l'autre, la langue de l'autre, pour fraterniser plus facilement avec lui. Et là, en vous écoutant dans le modèle de Frère, je vois que voilà, il parle de l'éducation comme un que faire permanent. Est-ce que, ma question est là, est-ce que dans ce modèle que propose Frère, il y a cette possibilité de s'ouvrir à l'universel? Est-ce que on prend en compte dans cette éducation de préparer les jeunes
les élèves à accueillir plus facilement la culture de l'autre, à dépasser les préjugés. Voilà, c'était ça ma question. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, oui, je pense que j'ai compris pratiquement tout. Merci, Dieu, pour sa question. Je pense que dans le cas directement de Freire, euh, euh, le troisième chapitre de pédagogie de opprimé, mais dans l'autre part de son œuvre, euh, euh, nous rencontrons la, essa concepção de, de fraternité universelle, que a partir dessa concepção d'être humain, d'être humain, né? Il développe sa conception au long de ses ouvrages, pour montrer que nous sommes tous êtres humains, hein, que la dicotomie entre oppressé et opprimé hein, doivent surmonter hein, parce que tous les êtres humains sont êtres de dignité, de conscience né, et de sentiments et que nous devons voir chacun et chacune comme une personne comme nous. Né? Et dans le troisième chapitre de l'œuvre et de l'ouvrage Pédagogie des opprimés, Bergson, Freire, nous enfatise la conception, essa concepção de l'amour, né? De l'amour como l'amour que peut reconnaître dans l'autre une personne comme moi, né? Que se ouvre à la possibilité de l'autre exercer cette différenciation, mais particulièrement sa capacité et sa possibilité de dire sa parole. Né? Nous recordons que Aristote va définir les êtres humains comme celui qui parle, né? Et Freire va défendre cette conception a partir da convicção de que tous les êtres humains doivent pouvoir participer né,
de la vie sociale, de la vie culturelle, à travers de ces multiples réalisations, inclusivement à partir de sa possibilité de parler, né? de se mettre devant le monde avec les autres. Né? E c'est tout ça se fondament dans la conviction de l'amour universel aussi. Je pense que dans beaucoup des aspects, Bergson en beaucoup défend le même. Il défend la notion de que tous nous sommes il défend la fraternité, hein, idée de que nous sommes tous liés, inclusivement d'autres êtres vivants, pour les liens de l'amour. Enfin, l'éducation, dans le cas de Freire, promouvoir ça à travers de la perspective dialogique. Le dialogue, c'est très, très important dans la philosophie de Freire, de la philosophie de l'éducation de Freire. Merci. J'espère que j'ai été répondu. Merci.